Bonsoir à tous pour ce live YouTube de Splan pour démarrer cette année 2026. On est très content de vous retrouver et on remercie ceux qui sont là ce soir. Nos merveilleux donateurs qui nous permettent de démarrer l'année avec le sourire, malgré tout le contexte international qui nous donne pas du tout envie de sourire. Mais bon, voilà, merci beaucoup pour votre générosité, pour votre confiance. Voilà, 153 000 euros, on est peut-être un peu au-dessus maintenant, c'est inespéré, c'est le double de ce qu'on a fait l'année dernière, donc on est extrêmement heureux. Je me présente, moi je m'appelle Marianne Cafridin, je suis journaliste indépendante, réalisatrice de documentaires et je suis accompagnée ce soir de Caroline Trouillet, qui est journaliste et salariée de la rédaction de Splan. Bonsoir Caroline. Bonsoir Marianne, bonjour à tous et à toutes qui nous regardez. Et de Sylvain Ernaud, qui est également journaliste et salarié de Splan. Bonsoir Sylvain. Bonsoir à toutes et tous. Voilà, alors on n'est pas très habitué de YouTube Live, en tout cas moi c'est ma première fois, donc il faudra être indulgent avec nous. Caroline, elle en a déjà fait un, c'est l'experte, et Sylvain, je crois, je ne sais pas à combien tu en es, mais voilà, ça devrait bien se passer. 5, bravo. Pas mal, pas mal. Je vais laisser Caroline vous faire un petit mot d'introduction avant qu'on passe aux questions qu'on a déjà reçues par mail et auxquelles on va essayer de répondre. Et n'hésitez pas, sur le chat, vous pouvez aussi poser vos questions en direct et on tentera d'y répondre. Oui, donc on commence l'année, on peut vous donner un petit peu des infos sur à quoi va ressembler l'année Splan de 2026, les sujets qu'on va aborder, s'il y a un peu de mouvement aussi dans Splan au niveau de la rédac. Donc, tout d'abord, en 2026, on va avoir, comme d'habitude, des formats de grandes enquêtes, enfin des enquêtes, il y en aura 4, voire 5. Bon, il y a encore un peu d'incertitude sur les publications de fin d'année, mais en tout cas au moins 4. Dont une, je peux vous parler du thème parce qu'il est très large et en même temps, on ne l'a jamais abordé à ce plan. Et il est crucial en Bretagne, c'est une enquête sur l'espace maritime, sur la mer, la pêche, voilà, qui sera publiée d'ici le printemps. Donc voilà, enfin, on s'attaque à ce sujet-là, ce territoire, cet enjeu en Bretagne. Ensuite, toujours des sujets liés à l'agriculture et à l'agroalimentaire, des sujets des questions de santé publique et de droits sociaux. Voilà, je peux pas forcément vous en dire plus parce qu'on essaie toujours de rester assez discret sur nos sujets d'enquête, même si là, une thématique comme la pêche est suffisamment large pour qu'on puisse vous en parler. Le développement de ce plan, alors on a toujours des partenariats. Donc là, en ce début d'année de campagne municipale, on a décidé de couvrir la campagne. On n'avait jamais encore fait en fait cette couverture assez régulière d'un événement, d'un agenda, là, en l'occurrence politique. Donc on a noué des partenariats avec des médias avec lesquels on travaille déjà, comme Mediapart, et avec des nouveaux médias comme Street Press, Vert, pour couvrir cette campagne. Et donc on a plusieurs sujets qui, certains ont déjà été faits, vous avez pu les lire dans notre dernière infolettre. D'autres vont arriver dans les prochaines infolettres et aussi au-delà de ce format-là, là, de l'infolette mensuelle, ça peut être des publications sur le site et toujours avec ces partenariats nouveaux qu'on a développés. On en reparlera tout à l'heure dans le cadre des questions. On va solliciter aussi on va vous solliciter, vous qui lisez Splan en breton, pour faire un petit point sur nos contenus, nos publications en breton, savoir comment ça se passe, comment vous les appréhendez, ces contenus, comment vous les lisez, est-ce qu'on pourrait faire différemment, mieux, voilà. Peut-être qu'on le fera en français un jour, mais en tout cas, là, on avait besoin de faire le point sur notre proposition en breton. On a
on est tellement, comment dire, on se développe tellement, on a tellement de soutien, on a tellement de nouveaux projets qu'on va probablement embaucher. Enfin, c'est sûr même parce on est 3 journalistes permanents à la rédaction, plus d'autres journalistes qui sont salariés, mais sur des petits temps de travail. Et là, on va avoir, voilà, notre équipe va encore grandir. Vous en saurez plus prochainement. Toujours des projets vidéo. Donc là, vous avez pu voir en 2025 déjà que des sujets d'enquête, d'alerte étaient accompagnés de formats vidéo, de résumés à voir, à écouter pour comprendre de façon plus résumée et simple les enjeux qu'on traite dans nos sujets d'enquête. Donc voilà, on va continuer à développer ce format-là, vidéo, qui fonctionne bien et parce que nous, nos formats sont longs, sont sur le web, sont écrits, donc il faut toujours qu'on ait le plus d'impact possible. Là, le format audiovisuel est super pour ça. Je ne vais pas faire trop long parce qu'on va continuer à discuter tout ça en répondant à vos questions. Mais Alors, si vous voulez en savoir plus sur des choses précises en 2026, on pourra répondre. Et Marianne, ouais, tu as peut-être une question à nous faire remonter. pas encore. Enfin, si, on a reçu des questions par mail, donc on va démarrer, mais je voulais vous redire combien on est content de ce temps d'échange avec vous, vous qui nous soutenez, qui continuez à nous soutenir, qui nous donnez de l'énergie. Ça m'amène à la première question qui nous a été envoyée par mail de Denis, qui nous demande comment nous trouvons l'énergie de nous battre comme nous le faisons. Qu'est-ce qui nous fait tenir? Voilà. Et donc, je pose la question à Caroline, qui est en première ligne, puisque salariée de la rédaction de Splend. Ce qui fait tenir, déjà, c'est ce qu'on a vu en fin d'année, le soutien incroyable que vous nous apportez à Splend, un soutien là, en l'occurrence financier, mais pas seulement, du soutien par vos messages. On a vraiment une communauté solide qui s'est construite, qui se développe, et à chaque fois qu'on est en difficulté et que vous en faites part, voilà, il y a une réponse immédiate de soutien, des messages qui nous font vraiment chaud au cœur, où on se dit, voilà, notre travail, il répond à une attente. Et il faut qu'on honore aussi cette attente-là, il faut qu'on soit à la hauteur. Donc ça nous donne vraiment de l'énergie pour continuer, pour se battre, faire notre travail. Juste, voilà, on ne va pas forcément se battre, on fait notre travail. Mais, et puis, le collectif, nous, on se soutient entre nous. À la rédac, à Splend, on y a énormément on est un collectif de journalistes, de bénévoles, adhérents. Et voilà, donc dans l'adversité, on se serre les coudes, on échange énormément. Et parce que malgré tout ce climat social et politique qui est vraiment lourd, qui parfois empêche d'avoir un peu d'espoir, on sait qu'il y a cette urgence d'informer et qu'on doit être là toujours. Voilà. Marianne, tu peux aussi apporter ton explication là-dessus, puisque tu es une membre de Splend depuis quelques temps déjà. Effectivement, peut-être rappeler aussi, Caro, qu'on a un fonctionnement qui se base évidemment sur une équipe salariée qui n'a cessé de s'étoffer ces dernières années grâce à votre soutien, mais aussi sur une équipe de bénévoles. Et pour vous dire comment on fonctionne, en fait, il y a une certaine autonomie de la rédaction de Splend, qui va décider notamment des alertes à publier qui sont dans notre infolettre. Mais pour les grandes enquêtes, en fait, on a un comité éditorial donc, qui est composé de l'équipe salariée, mais aussi de bénévoles, par exemple, comme moi. Et on va se réunir, on va étudier les propositions d'enquête. Donc, ça peut être des propositions d'enquête qui vont venir de notre lectorat, des propositions d'enquête qui vont venir de la rédaction, qui vont venir des membres bénévoles de Splend, ou évidemment des pigistes. Donc, les pigistes, c'est des journalistes indépendants qui sont rémunérés à la tâche, donc au travail qu'ils fournissent pour nous. Et donc, on se réunit donc de manière bénévole, on va étudier toutes les propositions et on va voter. Et c'est le vote démocratique qui va décider de quelles enquêtes vont être lancées cette année. Donc, voilà comment on fonctionne. Voilà, à Splend, on tient vraiment à un fonctionnement
très horizontal et très transparent aussi. C'est pour ça qu'on prend le temps de faire ce live avec vous pour vous expliquer comment on travaille. Et effectivement, je suis d'accord avec Caroline, tous les messages qu'on reçoit, les messages de soutien quand on se déplace, quand on fait des conférences, que les gens viennent nous parler, nous féliciter pour notre travail. Et aussi, moi, ce que je constate, parce que moi, je suis journaliste depuis 20 ans, je travaille, je fais des documentaires pour la télévision, donc je travaille au niveau national ou international. Et je voyais qu'au début, on nous regardait un peu avec mépris, les petits poussets, les Bretons là, qui veulent faire de l'investigation en Bretagne. Et maintenant, quand je vais dans le Cénacle, les Cénacles parisiens, je vois que ça y est, Splend, voilà, on nous regarde plus de haut, on se dit ah ouais, ils font quand même du bon boulot. Et ça aussi, ça fait plaisir de voir que le regard sur nous des médias nationaux, notamment, a vraiment changé et qu'on a gagné en légitimité, quoi. Est-ce que tu veux qu'on enchaîne sur la question d'Hervé? Oui, alors. Tu veux la lire, Caro? Ouais, Hervé nous demande si on a prévu des actions spécifiques pour que nos enquêtes soient relayées par les grands, alors avec des guillemets, hein, les médias locaux, l'AICIT, Ouest France, le Télégramme, ou aussi les médias nationaux. Est-ce que je réponds, Marianne, ou tu Ah bah je veux bien, tu connais mieux, je pourrais ajouter. Voilà, oui. Alors, je peux commencer en répondant à cette question par rappeler notre fonctionnement original, intrinsèque à Splend, qui est de faire des partenariats. Donc, nos contenus sont toujours publiés sur le site splend.org et en accès gratuit, mais systématiquement, enfin, quasi systématiquement, pardon, on noue un partenariat avec un média au moment où on diffuse ce sujet d'enquête, ce qui permet d'avoir une diffusion beaucoup plus large et toucher des publics différents. Donc, des partenaires historiques sont Mediapart, voilà, Basta Reporter. À l'échelle locale, enfin bretonne, on a un partenariat depuis toujours aussi, depuis notre création avec France 3 Bretagne, où on va être invité au JT pour parler de l'enquête, et puis France 3 aussi publie sur le site web, les articles. Ensuite, au niveau local, on a en France 3 Bretagne, on a aussi, il ne faut pas l'oublier, un partenariat historique qui marche très bien avec les radios associatives en langue bretonne. On va avoir des émissions qui sont réalisées par les collègues, les équipes de journalistes de ces radios-là, des interviews avec les journalistes qui ont fait les enquêtes et qui sont diffusées, donc à écouter via notre chaîne de podcast. En tout cas, ensuite, pour répondre plus précisément à sa question, on n'a pas de partenariat avec Ouest France ou le Télégramme, peut-être déjà parce qu'on n'a pas les mêmes formats, on n'a pas la même façon de travailler, donc on publie des enquêtes longues. C'est vrai que c'est notre parti pris aussi de donner le temps de développer des enjeux, et on se restreint parce qu'il faut forcément une limite à la longueur des papiers, mais c'est pas quelque chose qui est... Enfin, on se donne le temps en tout cas de décortiquer les enjeux, et forcément Ouest France et le Télégramme n'ont pas forcément les formats pour diffuser ces enquêtes-là, et parfois on est sur des sujets, quand je pense à l'enquête ammoniac, là on va traiter d'un sujet de santé publique qui a déjà été couvert par cette presse-là locale au fil du temps, par des articles par-ci par-là, et donc par contre, ce qui peut arriver, c'est qu'on ramène aussi sur le devant de la scène, dans le débat public, des questions qui sont déjà traitées un peu quotidiennement par cette presse-là, mais on va donner aussi un éclairage, une analyse. Et on se rend compte que ces thématiques-là vont aussi être réinfusées un peu dans le débat public, et qu'il va y avoir aussi davantage d'articles sur ce thème-là dans ces médias-là, qui reprennent aussi
qui relayent, on parle pas de partenariat, mais qui relayent certaines de nos enquêtes, notamment celle qu'on a réalisée cette année, enfin en 2025, sur les violences au Cresquer, violences morales, physiques et sexuelles dans un établissement catholique privé, qui a été tout de suite relayée par nos collègues, nos confrères. Voilà, après... Et nous, on est contents ouais, si nos enquêtes, elles peuvent faire l'objet de suites, y ouais, compris chez nos concurrents, entre guillemets, mais ou chez nos camarades de Ouest France et le Télégramme. Et c'est ce qui s'est passé pour le Cresquer. C'est-à-dire que nous, on a été les premiers à sortir l'affaire, et derrière, nos camarades de la PQR ont aussi poursuivi l'enquête. ouais, ils ont Et trouvé nous, d'autres témoignages. voilà, et ça, nous, on est contents si on peut déclencher quelque chose et que derrière l'enquête soit poursuivie. Je pense qu'on est content. Mm. Et puis aussi, moi, je m'exprime donc en tant que membre du conseil d'administration de Splend, récemment élu, bénévole. Je pense quand même, avec le recul, on a 5 ans de recul maintenant, je pense qu'on a aussi un peu bousculé ces deux institutions que sont Ouest France et le Télégramme, et je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien aussi qu'on soit venu les titiller, et que notre succès aussi prouve qu'il y avait un réel besoin. Parce que si on n'avait pas besoin de cette investigation en Bretagne, d'enquêter sur les sujets sur lesquels on enquête, voilà, le lectorat ne serait pas au rendez-vous, les dons ne seraient pas au rendez-vous. Donc, je pense qu'on est venu bousculer deux modèles très anciens, insuffler un peu d'audace, voilà, on est venu bousculer un peu la presse quotidienne régionale, et ça aussi, on est un peu fiers de nous, hein, je crois qu'on peut le dire. Oui. Et je crois que Sylvain veut intervenir. Je pense que c'était déjà une analyse complète. Vous avez parlé des médias régionaux, des médias nationaux. Disons que c'est toujours une préoccupation. L'impact, c'est une préoccupation depuis l'origine de Splend. Ça fait vraiment partie du projet, puisque c'est finalement un héritage. Et ce qui nous intéressait pas un héritage, mais un cousinage de Disclose, qui est notre parrain et dont on a largement repris le modèle. Cet impact, il est différent selon les enquêtes, selon les alertes, mais il est déjà susceptible de provoquer l'intérêt parfois de personnalités publiques. Je me souviens que l'enquête, par exemple, sur le bocage a été citée dans les débats, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'était en 2024, il me semble. Et puis l'an dernier, il y a eu pas mal de débats agricoles aussi à l'Assemblée. Donc nous sommes lus, y compris par ceux qui font la loi, bon, pas tous, pas sur tous les bancs pour l'instant, mais c'est aussi grâce à ces partenariats, et donc on a effectivement envie de les développer toujours davantage. Nous avions une question de Pascal qui nous précise être de Binic, et elle nous dit « Je mesure l'importance d'une presse indépendante et voilà pourquoi je suis donateur à Splend et à d'autres médias, mais il est difficile de donner à tout le monde. Je voulais savoir quels sont les réseaux existants parmi la presse libre, collaboration, échange d'informations, partage d'outils. Cela existe-t-il ? J'ai bien vu vos articles replis sur Mediapart, mais y a-t-il autre chose ?» Et Caroline, tu as déjà en partie répondu. Je ne sais pas si Caroline ou Sylvain, vous voulez répondre. Ouais, c'est vrai qu'on a déjà partiellement répondu. En tout cas, Pascal parle aussi de partage. Enfin, je pense que ça va au-delà du partenariat sur le contenu, quoi. Mais partage d'outils, oui.
on échange des informations, des outils, on se forme entre nous aussi sur des questions de protection de nos données, par exemple, protection informatique, protection des journalistes aussi, sur des questions juridiques, sur comment développer notre impact. On se conseille entre nous, on est solidaires, on se considère vraiment complémentaires et on avance sur le même terrain. Après, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, il y a une vraie complémentarité aussi pour multiplier nos impacts, mais vraiment dans le même objectif. Notamment quand il y a ce monopole sur les médias à l'échelle nationale, notamment par Bolloré. Enfin, par Bolloré, donc là, nous, médias indépendants, on a tout intérêt à se structurer ensemble, à travailler ensemble et à multiplier notre impact. Donc nous, je le disais, on a des formats qui sont longs, écrits, web, et même si on développe nous-mêmes des formats vidéo et audio, on va aller chercher aussi, enfin, on va faire des partenariats avec des médias dont c'est vraiment le savoir-faire et qui touchent une grande communauté de personnes qui vont être plus urbaines aussi. Je pense à Vert, par exemple. Et donc voilà tout l'intérêt de travailler ensemble. Basta, par exemple, qui est un autre média indépendant et qui on travaille, est à l'initiative du Portail des médias libres, qui est qui est une revue de presse hebdomadaire de médias, de sujets réalisés par des médias indépendants. Il y a aussi le Fonds pour la presse libre, qui permet aussi, qui est un fonds qui permet de réaliser des enquêtes au long cours et d'être financé pour ça. Après, peut-être que vous avez plus de choses à dire sur le Front pour la presse libre tous les deux. Mais Je peux parler du Fonds pour la presse libre, si tu veux. Ouais. Le Fonds pour la presse libre, il le définirait mieux que moi, mais c'est un fonds de dotation qui a été créé d'abord pour sanctuariser le capital de Mediapart et pour financer à partir des résultats tirés des fruits du travail du capital, financer d'autres médias indépendants. En fait, ne pas financer Mediapart et financer d'autres médias. Bon, tout ça est assez charté. Et aussi lever de l'argent. Ils ont la possibilité, avec un agrément qui est délivré par Bercy, de déjà lever des fonds auprès des citoyens qui sont déductibles d'impôts et ensuite de les redistribuer. Donc déjà, on peut dire que assez rapidement, après le lancement de ce plan, il me semble que c'était en 2022, on a bénéficié d'une aide du Fonds pour une presse libre de 15 000 euros, qui nous a permis à une époque où on avait déjà des dons, mais qui n'étaient pas du même ordre qu'aujourd'hui, d'amorcer la pompe, ou en tout cas de contribuer à continuer de produire des enquêtes et même se structurer. Et puis ce Fonds pour une presse libre, il a aussi permis de rassembler à plusieurs occasions des médias de toute la France. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ce n'est pas uniquement des médias parisiens, voilà, ce n'est pas parisiano-centré. De créer des ponts entre nous, notamment lorsqu'on s'est mobilisé lors des états généraux de la presse indépendante pour présenter 59 contre-propositions, en fait une sorte de contre-réforme de l'information. Pour le programme, c'est libérer l'information, et notamment la libérer des médias de haine. Et il y a tout un tas de mécanismes qui ont été réfléchis, puisés aussi à droite à gauche. Ce n'est pas une génération spontanée. On est allé chercher collectivement des travaux qui ont été produits par des chercheurs, par des syndicats, etc. Ce programme, je vous invite d'ailleurs à le lire. Il est en ligne, 59 propositions pour libérer l'information. Ça parle d'aide à la presse, ça parle de mode d'organisation à l'intérieur des rédactions, du pouvoir dans les rédactions, le droit d'agrément, par exemple. Donc, des choses que nous, on essaye de mettre en pratique à notre petite échelle, par ailleurs.
Enfin, on n'a même pas besoin de droit d'agrément en réalité pour ce qui nous concerne, puisqu'on n'a pas de patron, mais c'est une possibilité de donner plus de liberté aux rédactions, même celles qui ont un actionnaire. Et on a fait des rencontres donc à Paris, mais aussi pour ce qui concerne Splend à Brest ou à Nantes, avec d'autres médias indépendants, locaux, des radios, des sites web, des médias de presse écrite. Donc c'est vraiment faire vivre un écosystème, et ça c'est très précieux. Donc c'est des liens qu'on continue à faire fructifier depuis. Donc le Fonds pour une presse libre qui lui aussi grandit, réussit ses campagnes de levée de fonds et continue à financer selon son cahier des charges des médias indépendants, financement sur projet avec jury. Donc ça peut être une source de financement pas principale mais substantielle pour un certain nombre de médias, notamment régionaux. Donc voilà. J'ai fait long sur le FPL. Peut-être que vous pourriez dire quelques mots de COP Média aussi. Oui, COP Média, c'est une très belle initiative aussi assez récente. Leur slogan, je l'adore, plus besoin d'être milliardaire pour investir dans les médias. Voilà, donc en fait, on peut devenir sociétaire de la coopérative. Je crois que la mise minimale, c'est 100 €. Et en fait, cet argent, et je crois qu'ils ont levé énormément d'argent, j'allais dire 1 million, mais peut-être que je me trompe, Sylvain, je ne sais pas. Bon, j'irai vérifier ça quand même, vérifier à la source. Ouais, je crois que c'est sur un an, ils ont levé plus d'1,8 million, ou alors depuis leur création, mais de toute façon, leur création ne remonte pas à beaucoup plus d'1 an. Ouais, c'est ça. Et c'est énorme ce qu'ils ont pu lever. Et leur but, c'est de soutenir les médias indépendants donc déjà existants, mais aussi d'accompagner la création de nouveaux médias indépendants. Voilà. C'est une très belle initiative qui a remporté un franc succès. Voilà. Et donc, le principe, c'est qu'on devient sociétaire de la coopérative. Et après, je pense qu'ils ont un fonctionnement où on doit participer au vote pour savoir quels projets sont soutenus. Enfin, voilà. Si vous voulez en savoir plus, il faut aller sur leur site cop-media.org. Voilà. Donc, on voit que ça bouge quand même, et ça fait plaisir parce que je pense que quand il y a un peu urgence de se structurer, nous les médias indépendants, et effectivement d'être dans une logique d'union et non pas de désunion. L'union fait la force, comme on dit. Et donc voilà, ça fait plaisir de voir que les initiatives se multiplient, que voilà, le soutien est de plus en plus fort, hein, parce que nous, on a doublé notre campagne de dons, mais je crois que c'est le cas de pas mal aussi de médias indépendants qui n'ont pas forcément doublé, mais qui ont fait des meilleures levées de fonds que l'année dernière. Donc, on sent que les citoyens se mobilisent aussi, parce qu'on sent qu'il y a une urgence politique, économique, environnementale, voilà, et qu'il faut qu'on continue de se structurer et de se développer. Voilà. Je crois qu'il y avait une question. Ah, il y avait une question d'Agnès, Caroline. Oui, juste pour Tu veux rajouter ajouter une toute petite info sur ce que tu dis. Le Fonds pour la presse libre a récolté aussi 350 000 € là, en fin d'année. Et jamais lors de sa création, ils avaient réussi enfin, ils avaient connu une telle mobilisation en soutien à la presse libre et indépendante. Donc c'est une bonne nouvelle, malgré tout. Agnès nous demande comment, lorsqu'on enquête, nous, Splend, est-ce que les gens, comment on peut, nous, du coup, de son point de vue, peut-on vous aider concrètement sur le terrain, et si oui, comment? En nous offrant le gîte et le couvert. Ça, c'est une possibilité, si on a l'occasion de se rencontrer par hasard. Mais oui. C'est vrai qu'on enquête partout en Bretagne. Parfois, on est loin de chez soi et on a besoin de rester plusieurs jours pour bien travailler. Donc ouais, c'est une possibilité, tout à fait. Ensuite, en nous envoyant des infos. Donc ça, c'est lors de nos enquêtes ou en dehors de nos enquêtes, nous écrire ou venir nous voir ou nous appeler pour nous envoyer des infos, nous envoyer des documents. Et c'est comme ça qu'on travaille à chaque fois, à chaque enquête, hein, avec des sources qui nous amènent
qui nous amène matière à enquêter. Et voilà, ensuite, ce qui est un peu délicat, c'est qu'on ne peut pas évidemment divulguer nos sujets d'enquête, ni les lieux où on se rend quand on enquête et appeler à des aides concrètes dans ce cadre-là, parce qu'on s'exposerait. Et pour bien enquêter, il faut avancer discrètement. Hein, donc, il y a forcément cette limite-là. Après, ça rejoint un peu une question plus globale de quelle place pour le bénévolat à ce plan. On a beaucoup de sollicitations aussi de personnes qui ont envie de nous aider. Et on n'a pas forcément encore trouvé une façon idéale et précise de vous répondre, mais en tout cas, déjà, on est très content et reconnaissant de cette envie-là. Et on va y travailler très vite à vous proposer des choses concrètes. Mais ça demande de l'animation, de penser ça, de bien vous répondre. Voilà. Et merci Agnès pour votre question. Ouais, et c'est super de voir qu'on reçoit des messages aussi de gens qui veulent concrètement nous aider. Et c'est vrai que ça, c'est un point qu'on aimerait bien développer. Alors, et c'est pas en haut de notre liste de choses à faire encore parce qu'on a des choses un peu plus urgentes en ce moment. Mais c'est vrai que structurer une communauté de bénévoles pour concrètement nous aider sur le terrain, peut-être faire plus de journalisme participatif, ce serait un super axe à développer. Donc, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer des idées de sujets et puis et nous dire que vous avez envie de nous aider. En tout cas, on y prête une grande attention. Alors après, on a eu plusieurs questions ou demandes, de propositions de sujets sur lesquels il faudrait qu'on enquête. En tout cas, qu'il y a une demande de creuser. Annick de la Nester. Attendez, je remets bien mon écran. Annick de la Nester. Ah mince, je vois rien maintenant. Tu veux que je lise? C'est bon, ça y est. C'est bon, t'as retrouvé. Nous demande si on pourrait faire une enquête concernant le travail des personnes étrangères en Bretagne. Toutes ces personnes qui travaillent dans les abattoirs, les usines de traitement de poissons, de crustacés, qui font les vendanges, les récoltes, dans les poulaillers. Effectivement, c'est tout un système agro-industriel qui perdure, qui permet de se développer aussi grâce à cette main-d'œuvre-là. Qui est invisible. Alors, c'est un sujet qui nous préoccupe, ça c'est sûr, qu'on a mis sur la table de nos réunions de comité éditorial régulièrement. Donc, voilà, c'est possible qu'on s'y attaque, c'est juste qu'il faut trouver l'angle, l'endroit par où commencer à mener cette enquête. Et voilà. Mais on a tellement de sujets à traiter aussi que parfois on priorise et que celui-là n'est pas encore arrivé à être concrétisé, mais ça ne veut pas dire qu'il ne le sera pas. Voilà. Exactement. Alors, il y avait Pierre Joël qui nous interrogeait sur le procès de Charles Kermarek qui a eu lieu et Charles Kermarek a été condamné. Voilà, il voulait qu'on pousse un peu cette histoire, mais effectivement, pour nous, ça relève davantage du news, on va dire. Mais voilà, en tout cas, sur le sujet des violences sexistes et sexuelles, ça, il est clair que ce plan est mobilisé. On l'a montré avec l'enquête sur le Cresquer. Et effectivement, on continue à s'intéresser à ces questions et à être très vigilant sur ce qui peut nous remonter sur cette thématique. Donc, merci Pierre Joël. Jean de Lanvélac nous suggère aussi de travailler sur la multiplication des antennes relais téléphoniques, notamment le long des voies ferrées, et sur les éoliennes qui s'installent aussi près des habitations. Enfin voilà, le sujet des éoliennes. Donc là, on va pas pouvoir répondre trop précisément parce que ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas des sujets qu'on a priorisés pour l'instant pour des grandes enquêtes.
Après, on est toujours vigilant sur les alertes qu'on reçoit sur ces sujets-là. Mais bon, je vais faire un peu la même réponse que tout à l'heure. On a 4 dossiers d'enquête par an. On commence à faire de plus en plus d'alertes. On en a au minimum une par mois. Là, on en a 2 maintenant. Mais même avec ce rythme-là, on n'a pas... Enfin, avec ce rythme-là qui est pas celui d'une rédac qui couvre de l'actu de façon hebdomadaire, on ne peut pas traiter tous les sujets et on attend aussi parfois la situation, l'information, l'angle vraiment qui nous permet d'entrer dans des sujets à fort enjeu comme celui des éoliennes ou des antennes relais. Mais voilà, ce qu'on peut dire à Jean, que s'il a des infos, il peut nous les envoyer aussi. Alors, il y avait ensuite Ouais, Léna des Léna. Côtes d'Armor. Comment gérer la partialité des correspondants locaux de presse? Alors, Léna a sans doute eu un différend avec un correspondant local de presse pour nous envoyer cette question, à laquelle il n'est pas forcément simple de répondre, mais ce qu'on peut lui dire, c'est peut-être d'écrire à la rédaction ou pour éventuellement faire remonter des choses sur ce correspondant, ou sinon de demander si les choses qui ont été écrites sont fausses, de demander un droit de réponse. N'importe qui fait l'objet d'un article peut demander un droit de réponse, donc qu'elle n'hésite pas à le faire. Je ne sais pas si Sylvain et Caroline, vous voulez rajouter quelque chose? Non, Marianne, j'ai pas... T'as bien répondu, et c'est ça, enfin, faut contacter la rédaction, on a un droit de réponse, pas laisser passer quand il y a... En fait, quand il y a un problème, faut pas laisser passer. Sylvain, est-ce que tu veux prendre la question de Nicolas de Lannion? Parce que c'est toi notre spécialiste Avec IA. plaisir. Et notre spécialiste Lannion aussi. Les deux. Alors, je la reprends sous les yeux. Splend s'est positionné comme média garanti sans IA générative. Est-ce que vous projetez également de regarder ce que font les acteurs publics? Je pense notamment à la mairie de Lannion, qui a pris un gros virage IA pour sa communication depuis cette année, entre parenthèses événements sportifs, visuels de Noël, cartes de vœux, qui s'affichent dans toute la ville et sur les réseaux sociaux, au détriment de graphistes et illustrateurs et même dans le spectacle de Noël projeté en ville. Alors, donc déjà, c'est effectivement une promesse forte de Splend, pour revenir en quelques mots là-dessus. Média garanti sans IA générative, bon, enfin, il y a quelques années, ça aurait paru saugrenu de faire cette promesse. Ça ne l'est plus, puisque beaucoup de rédactions aujourd'hui ont recours à l'IA générative et pas seulement dans des outils de mise en forme ou de correction, puisqu'il y a quelques jours de ça, les syndicats de journalistes sont montés au créneau face au groupe Rossel, qui est un groupe belge, un groupe de presse qui possède notamment La Voix du Nord ou Paris-Normandie. Et dans certains de ces titres, sur le web, mais aussi dans les éditions papier, on trouve notamment des images d'illustrations générées par IA et qui sont photoréalistes, ainsi que des articles qui sont en fait des reprises de la concurrence. Peut-être que des juristes parleraient de plagiat. Je laisserai l'usage de l'expression. Mais bon, clairement, c'est du parasitisme. C'est dans des volumes industriels, avec d'autres enjeux derrière qui sont d'ailleurs de capter des ressources comme les annonces légales, par exemple, pour se positionner dans des départements où il y a peu de journalistes et multiplier les articles pour obtenir ce type de contrat de la part de l'État. Ce qui me fait dire d'ailleurs que faire la transparence aussi sur ce marché des annonces légales pourrait être très intéressant.
Donc ça, c'est un petit exemple qui montre aujourd'hui les dérives des pratiques qui cassent encore davantage la confiance entre les médias, leurs journalistes et le public, donc les citoyens. On n'avait pas besoin de ça. Donc, ça nous paraissait important de nous positionner à travers notamment une charte IA qui garantit qu'on ne produit ni texte, ni image, ni son à partir de l'IA générative, qui garantit un fort encadrement sans l'interdire totalement, puisque ça reste un outil qui peut être intéressant, y compris pour des équipes d'enquête, pour faire des recherches dans des gros volumes de données, par exemple. Mais en tout cas, la génération de textes, d'images et de sons est totalement prohibée chez Splendid. Et d'autres titres, en particulier des titres indépendants, ont pris cette décision forte, alors que ça peut amener des gains de productivité par ailleurs. Hein, donc, ça reste une décision à bien sous-peser, mais ça nous paraissait malgré tout assez évident. Alors, maintenant, côté collectivité locale, là aussi, je pense que je reçois cette information, je me dis, les collectivités, elles ont aussi un devoir, en quelque sorte, d'exemplarité, notamment de soutenir le monde de la culture. Ce sont des gros financeurs par les commandes publiques. Donc, évidemment, c'est tentant de faire des économies sur ces postes, mais ça contribue à précariser, voire peut-être à, in fine, faire disparaître certains métiers. Donc, ça me semble être un sujet intéressant, effectivement, à creuser, à l'échelle sans doute pas seulement locale, mais régionale, si on devait s'y atteler. Et on est preneur de vos alertes sur le sujet. J'ajoute par ailleurs que là, on a parlé des aspects éthiques, parce que ce sont les journalistes qui doivent produire de l'information, ce ne sont pas des machines probabilistes, avec toutes les aberrations qui sont donc possibles et qu'on voit, tout simplement. Et il y a aussi un volet sobriété énergétique, puisque ces technologies sont très, très, très consommatrices d'électricité, mais aussi d'eau, par exemple, pour faire refroidir les data centers. Alors vous me direz, on est sur YouTube, donc là en ce moment on est en train de consommer de l'électricité, peut-être d'une part en France, mais aussi à l'autre bout du monde. Donc oui, en effet, on est un média web et donc ce sont des arbitrages à faire. On essaye de ne pas exagérer. On a nous-mêmes le site, on a essayé le site web qu'on utilise, on a essayé de le faire sobre en énergie, d'être hébergé en France, donc de limiter les flux. Bon, forcément, il y aura toujours des consommations pour produire les outils, les écrans, les ordinateurs qu'on utilise aussi. Mais en fait, les questions d'échelle, si on regarde la consommation de l'IA générative, sont tellement démesurées. Il y a une explosion de ces consommations de métaux, mais aussi donc de la consommation d'eau, qui nous éloigne totalement de toutes les trajectoires de réduction des gaz à effet de serre dans des proportions sans commune mesure. Donc il y a aussi cet aspect-là qui nous habite et qui, à mon avis, devrait habiter les décideurs politiques aussi, puisque c'est un choix politique de recourir à l'IA générative pour manifestement la communication locale. Alors, je précise simplement qu'à ce stade, on n'a pas vérifié
les allégations de ce commentaire. Donc, en ce mardi soir, on ne peut pas attester que Lannion utilise l'IA générative, mais c'est une bonne suggestion. Et vraiment, on la prend en note et on la fera remonter dans nos prochaines réunions. Jean-Yves, qui est à Plougasnou, nous demande, là on passe aux questions un peu, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai c'est une question qui est importante, qui est légitime. On peut se sentir tout à fait démuni face à des projets qui se mettent en place malgré les oppositions, à cette actualité politique où on se sent assez impuissant. Bon, comment faire? On peut faire des choses quand même. Et donc Jean-Yves de Plougasnou nous demande par exemple comment aider les ostréiculteurs en baie de Morlaix face aux algues vertes, puisque ça impacte évidemment leur travail. Est-ce que Marianne, tu as des éléments de réponse pour Jean-Yves? C'est Sylvain, je crois, qui était intéressé pour répondre à cette question. Ah oui, Sylvain. Il connaît mieux le dossier. C'est vrai. Oui, je dirais que ce soit les ostréiculteurs de la baie de Morlaix, ou alors déjà d'une part, effectivement les mytiliculteurs, les ostréiculteurs des différentes baies algues vertes en Bretagne, les professionnels de ces secteurs, les riverains. Et puis pour la biodiversité, enfin voilà tout. Enfin il y a un enjeu à réduire et à lutter contre la prolifération des algues vertes, quelles que soient les conséquences, donc ces externalités négatives. En tout cas, les causes, elles sont sont communes. C'est un excès de nitrates agricoles qui ruissellent à travers les cours d'eau jusque dans les baies. Je sais que Jean-Yves connaît le sujet et mieux que moi encore, mais en tout cas pour nos auditeurs, je les invite à lire ou relire la BD d'Inès Léraud pour avoir toutes ces précisions, ou consulter la documentation scientifique aussi qui est produite sur le sujet. Maintenant, la question, elle est politique. Et elle ne peut pas passer autrement que par un changement du modèle productiviste agricole, une réorientation vers des pratiques agroécologiques qui, avec une moins grande diffusion de nitrates, en grande partie due au lisier, aux fumiers, mais surtout lisiers qui sont répandus sur les terres en amendement, et qui donc ruissellent, favorisés aussi par la destruction du bocage par ailleurs. Donc la politique des petits pas n'a pas fonctionné ces 30 dernières années, puisqu'on est maintenant en 2026. Les causes, elles sont largement documentées depuis facilement les années 90 et même antérieurement. Il y a un déni politique qui se poursuit. On l'a vu dans l'épisode polémique avec la maire de Douarnenez l'été dernier, qui a minimisé les échouages, mais aussi induit en erreur au sujet des causes, en parlant de causes multifactorielles, alors qu'elles sont très largement dues à l'agriculture productiviste, qui est la stratégie de communication et de dilution des responsabilités utilisée par la FNSEA et par le lobby depuis maintenant plus de 30 ans aussi. Donc comment changer ce système? Ça maintenant, c'est aux citoyens de s'organiser. On est en période électorale, il y a des choix à faire. Il y a des élus à questionner sur ce qui a été pratiqué. C'est aussi le rôle des journalistes, mais on ne peut pas être présent dans les milliers de communes bretonnes. Donc,
lors des réunions publiques, je pense que c'est le bon moment aussi pour questionner tous ces décideurs de la plus petite à la plus haute échelle. Donc là, jusqu'au gouvernement, finalement, voire le Parlement européen, puisque les directives nitrates, elles sont décidées au niveau Europe. Et vous avez vu qu'il y a une volonté gouvernementale actuellement de remettre en cause l'un des garde-fous de la protection de l'eau, si on peut parler de protection de l'eau, mais en tout cas l'un des instruments pour limiter la pollution, qu'elle soit encore plus grave, parce qu'on a quand même eu une baisse ces 25 dernières années du taux de nitrate, mais qui est insuffisante pour l'instant pour que cette prolifération d'algues vertes cesse. Donc, voilà. Maintenant, nous, on peut appeler à la mobilisation citoyenne en utilisant tous les leviers qui existent, et on sera là pour documenter et pour mettre aussi le doigt où ça fait mal, pour mettre les responsables devant leurs responsabilités et les politiques qui ont été menées. Et en fait, tu as en partie répondu à la question de Philippe, qui nous demandait que faire face à la loi d'urgence agricole qui satisfait toutes les demandes de la seule FNSEA, y compris la remise en selle de la loi du plomb. Donc, Philippe, je crois que Sylvain t'a en partie répondu, et que nous, effectivement, sur la question des algues vertes, qui est quand même le sujet de notre cofondatrice Inès Léraud, on restera évidemment mobilisés sur les questions environnementales. C'est une des priorités de ce plan. Et c'est vrai qu'on va être d'autant plus vigilant que ce qui s'annonce est dangereux pour l'environnement et pour notre santé. Donc, je pense qu'on va rester très, très vigilant et essayer de contribuer à l'investigation, continuer nos investigations et contribuer au décryptage aussi. Si je peux rajouter un mot, parce que là, on a aussi l'exemple assez parlant du sage Vilaine, et de la clé, donc la commission locale de l'eau sur le bassin de la Vilaine, qui concerne essentiellement le département de l'Ille-et-Vilaine, mais qui déborde aussi en Loire-Atlantique, en Mayenne, dans une partie des Côtes-d'Armor et je crois dans le Morbihan. On a donc une commission locale de l'eau, qui est surnommée le Parlement de l'eau, qui travaille pendant plusieurs années avec les représentants des chambres d'agriculture, les représentants des élus, de l'État. On a des gens de l'Office français de la biodiversité, par exemple, qui siègent là-dedans. Des représentants des associations de défense de l'environnement. Et donc, qui fait un travail de fond, avec des auditions, et qui aboutit à des propositions qu'il s'agit ensuite de faire adopter et valider in fine par le préfet, parce que ce n'est pas une instance décisionnaire. Et l'une des propositions de compromis, déjà, c'est d'aboutir à une interdiction progressive des herbicides maïs à proximité des captages d'eau potable, ce qui représente de mémoire moins de 2% de la surface agricole utile de ce bassin. Et on a une mobilisation, vous avez pu en entendre parler, notamment le mois dernier, quand la FDSEA et les JA, peut-être même la coordination rurale, ont bloqué la tenue d'une réunion. Donc ça, c'était le mois dernier. Cette réunion a été reportée. Elle a finalement eu lieu la semaine dernière, juste après les annonces de Sébastien Lecornu et ce moratoire sur les politiques de l'eau, qui a conduit l'État à faire retirer ses agents, donc de pratiquer la politique de la siège vide pour démonétiser ce Parlement de l'eau. Et par exemple, les agents de l'Office français de la biodiversité, dont je parlais tout à l'heure, ont reçu consigne de ne pas siéger lors de cette clé. Encore une fois, on avait la présence d'une cinquantaine de représentants ou de membres, d'adhérents de la FDSEA, qui, donc vous avez compris, contestent cette interdiction, même minime, des herbicides maïs. Et en face, et c'est là où je veux en venir,
des représentants d'associations comme le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest ou aux rivières de Bretagne, par exemple, qui étaient numériquement moins nombreux dans cette salle. Alors que 4 jours ou 4 jours plus tard, on avait au moins 3000 manifestants dans les rues de Rennes pour demander l'application de ce sage Vilaine. Donc la ville de Rennes est directement concernée, puisque c'est l'eau du robinet des habitants qui est contaminée par des pesticides. L'eau est en mauvais état dans toute la Bretagne, en particulier d'ailleurs dans l'île-et-Vilaine. Il n'y a pas un ruisseau qui est en bon état biologique. C'est assez. En tout cas, ça a été assez mal vécu par les représentants de la société civile. Là, les associations militant pour la protection de la santé et de l'environnement qui auraient aimé être un peu plus soutenues. Donc, sans doute qu'il est possible de mieux faire aussi et de faire en sorte que la mobilisation citoyenne s'organise autour de ces associations qui sont vraiment essentielles à cette démocratie environnementale qu'on appelle de nos voeux. C'est une expertise, c'est des partages de connaissances, et puis c'est des mouvements de mobilisation également. Alors que l'urgence est là. Donc c'est malgré la mobilisation dans les rues de Rennes quelques jours plus tôt, cette mobilisation dans une petite commune près de Redon n'a pas été à l'avantage des défenseurs du sage Vilaine, du projet du sage Vilaine. Ce qui m'incite aussi à penser, quand je parlais des élections et de solliciter les élus, que la FDSEA incite ses adhérents à se présenter sur les listes partout en Bretagne et historiquement, ça date pas d'hier. Hein. D'ailleurs, c'est sans doute plus compliqué aujourd'hui puisque c'est une profession agricole qui a des effectifs qui ont été divisés il me semble, par 4 en l'espace de 20 ans dans la région. Mais est-ce que les défenseurs de l'environnement s'impliquent autant dans la politique locale ? Certains, évidemment, mais c'est une question aussi à se poser si on a envie de faire bouger les lignes. À mon avis, ça passe aussi par là. Il faut être clair. Donc, c'est toute ma démonstration en passant par la clé du sage pour dire que la mobilisation citoyenne, on a les marches, on a les pétitions contre la loi du plomb, et puis on a l'action de fond ensuite dans les conseils municipaux. Merci Sylvain. Est-ce qu'on enchaîne sur la question de Madeleine ? Oui. Je lis la question, Caro, tu donnes les éléments de réponse ? Vas-y, ouais. Comment, alors attends, parce que j'arrive pas à voir. Comment est-il possible de se préserver de la destruction des chemins ruraux ? Je suis désespérée de voir qu'en Ille-et-Vilaine, beaucoup de mairies ne voulant plus entretenir ces chemins les cèdent à des riverains. Certes, parfois après une enquête publique, mais souvent dans un silence total que l'on découvre en lisant les décisions municipales. Les chemins ruraux dessinent notre paysage, ils abritent une biodiversité indispensable à l'équilibre du vivant. Et le plus souvent, ces cessions se soldent par l'arrachage des haies et le comblement des chemins pour agrandir des parcelles. J'imagine que d'autres départements procèdent de même dans le silence. Alors, quels éléments tu peux nous donner, Caroline ? Oui, merci Madeleine pour cette question. La préservation du bocage, de notre bocage breton, c'est vrai que c'est une préoccupation constante qu'on a à se plaindre. On a assez régulièrement des messages comme sur une Madeleine avec des cas précis de destruction de talus, de destruction d'arbres, avec des questionnements si les choses ont été faites dans les règles. On a consacré une enquête entière à ce sujet. Une enquête sur le bocage, peut-être que, je ne sais pas si je peux faire ça, qu'on mette le lien dans le chat pour que vous puissiez aller voir.
Une enquête qui a été publiée en février 2024 par 2 journalistes de Splendid, qui traite largement de la question. On a aussi eu un format d'enquête, de petite enquête, enfin d'alerte, sur le sujet qui concernait des arbres très anciens qui ont été rasés sur 1 kilomètre sur la commune de Logilly-Plougras. Ça, c'était beaucoup plus récent, au printemps 2025. J'ai mis oui, au printemps 2025, donc il y a moins d'1 an. En fait, ce qu'on souhaitait vous dire, pour répondre clairement à la question d'Alain, comment est-il possible de préserver la destruction des chemins ruraux? Il y a un outil qui a été créé par l'association France Nature Environnement qui s'appelle les Sentinelles de l'environnement, où il est possible pour voilà, tout un chacun, chacune, de signaler sur ce site-là tout type de destruction, enfin tout type d'atteinte à l'environnement. Ça peut être de l'arrachage d'arbres, de la destruction de talus ou d'autres choses, des pollutions locales. Vous allez remplir le formulaire et ensuite les informations sont transmises directement au référent associatif de votre région et il y a éventuellement une proposition d'action. Lorsqu'il y a un réellement atteinte à l'environnement et le cas que je vous décrivais juste avant à Logilly-Plougras était justement répertorié dans ce site-là, Sentinelle de l'environnement. Donc aussi continuer de nous envoyer des alertes que nous, on peut concrétiser en enquête et ça amène toujours plus de pression pour aller corriger ces problèmes de réglementation. Ensuite, de faire une réponse aussi un peu plus précise sur justement ce qui est permis ou pas, ce qu'on a le droit de faire ou pas concernant les coupes d'arbres et les talus. En fait, il n'est pas interdit de couper des arbres sur des talus, mais par contre, il faut faire une déclaration préalable et l'obtenir. Donc, globalement, en fait, on doit déclarer en mairie des coupes ou des abattages d'arbres quand il y a un PLU ou quand il n'y a pas de PLU, il faut que le territoire où a lieu cette coupe soit catégorisé espace boisé classé. Ce qu'un département peut faire, en l'occurrence, Madeleine, elle nous parle de l'Ille-et-Vilaine. Ensuite, là, ça concerne moins les riverains, enfin les particuliers, mais les exploitants agricoles, quand ils veulent supprimer une haie qui a été répertoriée, ils doivent non seulement la déclarer, mais aussi la compenser en replantant la même longueur de haie sur ces terres. Mais bon, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il faudrait lire l'enquête. Juste, si l'exploitant veut arracher moins de 2% de son linéaire total de ferme, il n'a pas, ce qui peut représenter beaucoup d'un coup, la procédure est encore plus simple. Il n'est pas tenu de déclarer ni de se faire accompagner par un conseiller, on dit conseiller blocage, pour faire la compensation obligatoire. Donc voilà, autant vous dire qu'il y a beaucoup de trous dans la raquette. Mais que c'est un enjeu crucial, la préservation du bocage, pour des raisons de préservation de la biodiversité qui s'y nichent et qui s'y développent, pour des questions de pollution de l'air aussi, puisque les haies permettent de filtrer la pollution, de réguler cette pollution de l'air-là, pour des questions de préservation de l'eau aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à continuer à alerter la presse locale aussi, nous évidemment, et aller sur ce site des Sentinelles de la Nature. Il faudrait aussi, je ne sais pas Sylvain, si on peut faire ça, mettre des liens dans le... Voilà, on va mettre le lien dans le chat. Il y a une question qui s'est rajoutée sur le chat YouTube. Donc, quid d'un sujet sur l'accompagnement des personnes âgées dont la langue maternelle est le breton ou le gallo? À la fin d'une vie, il arrive que nous perdions l'usage de la langue apprise et que la langue maternelle ou paternelle revienne. Je serais très intéressée de savoir ce qui est fait actuellement dans le public comme dans le privé pour accompagner ces personnes, souvent malades.
Je ne sais pas, Caroline, si tu as déjà été ou si la rédaction a déjà été alertée sur cette thématique très précise, très spécifique. Non, non, c'est vrai, et on n'a pas de. Non, c'est intéressant parce que je me dis qu'on n'a pas souvent nos propositions de sujets qui concernent. Le grand âge. En fait, sur le grand âge, un peu plus, mais là, il y a à la fois cette question du grand âge, mais aussi une question culturelle, vraiment, liée à la langue, bretonne en l'occurrence. Et c'est intéressant. Alors, c'est vrai que moi, j'ai déjà entendu, moi qui ai fait aussi un projet j'ai fait une résidence dans un EHPAD il y a quelques années pour en faire un documentaire sonore. Et ce qui arrive quand des personnes ont Alzheimer aussi, c'est que parfois une langue qui a été apprise très petite, qui a plus été pratiquée, elle revient aussi à la fin d'une vie ou quand il y a cette maladie comme Alzheimer qui voilà, ok, les chemins de la mémoire sont assez mystérieux. Bon, voilà, pour autant, à brûle pour point, je ne sais pas trop comment répondre. Il faudrait. En fait, ce qui est sûr, c'est qu'on l'a fait déjà à travers notre enquête sur l'hôpital public. On va continuer à enquêter sur des questions d'accès aux soins et de santé. Et la question du grand âge, elle est aussi à part. Et on s'est vite rendu compte en avançant sur l'enquête hôpital que il y aurait un sujet EHPAD spécifique à traiter, il y aurait un sujet psychiatrie aussi intéressant à traiter. Et je pense que ce sujet-là, de la langue, il peut être il peut intervenir dans un de ces sujets-là, être un sous-sujet. Mais c'est vraiment intéressant et en fait, la langue, le sujet de la langue bretonne est un grand sujet aussi. Quelle langue est pratiquée, quelle langue est légitime, quelle langue est oubliée. On a des locuteurs natifs. On en a de moins en moins en Bretagne et toute une génération là qui va disparaître bientôt. Moi, je vis dans un village où mon voisin parle encore breton. Il a plus de 80 ans et ces personnes-là, voilà, dans 20 ans, ils seront plus là. Donc, il faut prendre soin d'eux, il faut prendre soin d'elles. Et tant que c'est possible, continuer à apprendre avec ces personnes-là aussi. Ouais, je dérive un peu, mais... Non, mais c'est intéressant, Caro, ton analyse. Et puis moi, ce que je me dis aussi, c'est que même si on ne va pas pouvoir forcément faire une enquête ou un article spécifiquement sur cette question, madame tout de suite, ou monsieur d'ailleurs, en fait, que vous nous fassiez remonter comme ça vos préoccupations, nous, ça nous permet, quand on en parle en réunion ou quand on en discute avec des journalistes indépendants, des pigistes, comme j'en parlais, dire, mais si tu enquêtes sur cette thématique-là, est-ce que tu as entendu parler de ça? En fait, ça fait que nous aussi, on se met en alerte. Et quand on discute entre nous, voilà, on va être vigilant sur ce sujet-là. Donc merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous ce soir. Et ce que tu dis, Marianne, me fait penser aussi à... Effectivement, n'hésitez pas à nous proposer des sujets que parfois vous pourrez considérer peut-être hors champ, puisque nous, on est vraiment identifié comme un média qui traite des questions liées à l'agroalimentaire, à l'agriculture, à l'environnement, ce qui est évidemment vrai. C'est un peu... on a été créé pour défendre aussi la liberté d'informer sur l'agroalimentaire en Bretagne, parce qu'il y avait une difficulté à enquêter librement sur ce sujet-là. Pour autant, on traite de tout sujet voilà, sur des thématiques différentes et assez vastes. Et on n'a pas fait encore d'enquête très anglais, on va dire, sur un aspect culturel peut-être propre à la région Bretagne, mais on peut être amené à le faire. On a fait cette enquête sur les violences dans un établissement catholique privé. Il faut vraiment oser nous proposer des sujets qui sont pas forcément les plus souvent abordés par nos équipes, quoi. Voilà. On arrive sur notre avant-dernière thématique, droit de suite. Alors, c'est Thomas qui nous reparle de la vidéo de notre journaliste Christine
sur le site d'Armorlux. Vous savez, quand les équipes de Splend ont été empêchées d'assister à une réunion sur le RSA par le département du Finistère. Et donc, Thomas nous nous dit, lors de la présentation départementale sur le site d'Armorlux, on a vu des hommes en civil admonester des journalistes. Quel était le statut de ces personnes ? Il était évident que ce n'étaient pas des policiers. Je suis très surpris. Je connais bien ce milieu des services d'ordre et là, pas d'identification possible. Qui étaient ces gens ? Alors, je crois que sinon, c'est toi qui as le plus d'éléments pour répondre à Thomas. Oui, alors d'après ce que Christine Falleron, qui était avec Chloé Richard, mais c'est lui qui a été admonesté par cet agent. C'est un agent de sécurité privée recruté par le département du Finistère pour assurer la sécurité lors de cette fameuse soirée, qui a enlevé son matricule pendant son intervention. C'est-à-dire qu'au début, lorsqu'il repoussait notre journaliste caméraman vers la sortie du parking, il avait au début encore son matricule. À la fin, quand il a commencé à utiliser ses mains, il n'a plus de matricule et c'est ça qu'on entend sur la vidéo qu'on a mise en ligne, qui a été filmée par Christine. Alors, on ne le voit pas, cette personne, il filme en direction du sol, mais on entend Christine lui demander, et pas obtenir de réponse, pourquoi il a enlevé ce matricule. Et il me semble que Maël de Calan, dans le courrier de réponse qu'il a adressé à notre rédaction, a bien écrit aussi qu'il s'agit d'une société de sécurité privée. Sachant, j'ajoute qu'il y avait des agents des forces de l'ordre et des fonctionnaires, alors policiers ou gendarmes, je ne sais plus, on est en zone police parce qu'on est à Quimper, mais pour le coup je ne sais plus, mais qui étaient à 2 mètres de ces faits et qui ne sont pas intervenus alors qu'ils auraient dû en réalité protéger la liberté de la presse, soit dit en passant. Donc là, il y a aussi un élément à relever. Merci Sylvain pour les précisions. Caro, est-ce que tu veux lire la question de Thierry ? Oui, Thierry nous demande alors où en est l'ampleur de l'invasion des algues vertes sur nos côtes. Cela fait des années que nos côtes sont souillées. Merci de votre retour. Est-ce qu'on a des chiffres qu'on peut donner à Thierry ? Alors, c'est Sylvain qui nous a renvoyé vers le site Bretagne Environnement, qui tient à jour les chiffres des échouages. Et là, je regardais justement sur le site, il y a eu un pic en 2021, un nouveau pic en 2021, une baisse en 2022. Et les derniers chiffres remontent à 2023 avec de nouveau une hausse 2023. En tout cas, je ne connaissais pas ce site qui est recommandé par Sylvain. Et effectivement, donc il a été la dernière mise à jour apparemment date du 11 septembre 2024. Donc on ira regarder où est-ce qu'on peut trouver des chiffres plus récents. Mais en tout cas, le site est extrêmement bien fait. Donc, si le sujet des algues vertes vous intéresse en particulier, franchement, il est très clair et très lisible. Avec un graphique, des cartes. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Et où en est Je l'ai mis en lien sur le chat. Merci Sylvain. Une autre question sur les algues vertes. Où en est le futur documentaire de Christine Falleron, journaliste de Splend, concernant documentaire sur les algues vertes dans la rade de Brest? Eh bien, Matt29, il devrait être terminé pour ce printemps, nous informe Christine. Voilà, on vous donnera les infos en temps voulu. Et maintenant, je crois qu'on passe aux invitations. Oui. Je ne sais pas qui veut se lancer dans les invitations. Peut-être vous dire... Il y a une question qui s'est ajoutée. Ah, il y a une question qui s'est ajoutée. Oui, il y a une question un peu... peut-être qu'on peut prendre celle de Pascal en premier, parce qu'elle porte aussi sur le traitement de l'actualité. Donc, ça allait un petit peu avec le bloc précédent.
Ah, ok. On l'a reçu par mail pendant l'émission. C'est pour ça que vous la découvrez, en direct. Mhm. Ok, bah, je vais la lire. Au cas où vous liriez en même temps les mails. Voilà, je me demandais comment vous réagissez à l'actualité au-delà des enquêtes de fond. Par exemple, la loi agricole d'urgence qui est annoncée, le travail sur le trait de côte qui vient d'être publié sur l'agglo de Saint-Brieuc. En faites-vous des commentaires immédiats? Diffusez-vous votre point de vue en réaction à l'actualité? Ce serait intéressant non seulement en termes d'information pour nous, lectrices et lecteurs, mais aussi en termes d'argumentation dans les débats que nous pouvons avoir dans nos différentes activités. Et un point numéro 2, répondez-vous à des propositions d'intervention dans des colloques pour des actions environnementales, pour ce qui me concerne, et si oui, à quelles conditions? Oui, alors je laisse répondre soit Caroline, soit Sylvain, qui sont membres de la rédaction de Splan. Je le rappelle, moi je suis membre du conseil d'administration, mais Caroline et Sylvain sont membres de la rédaction, donc ils vont pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne justement par rapport à l'actu. Alors, sur les questions d'actualité, on a l'occasion à travers notre infolettre mensuelle, quand même de traiter de certaines questions d'actualité relatives, en tout cas dans le mois, à travers notamment les brèves, qui sont des petits formats courts qui résument un sujet d'actualité. Il faut s'abonner à cette infolette, Caroline. Oui, il faut s'abonner pour la recevoir. Ouais. Vous envoyez-nous un mail avec votre adresse, votre nom, et on vous inscrira, c'est gratuit. Ensuite, ça va être... on peut réagir sur les réseaux sociaux à une actualité. Ça va être du coup indépendant de nos publications habituelles, récurrentes. Après, je laisserai Sylvain développer peut-être, mais évidemment, on en parle entre nous, ça nous fait réagir, ce sont des questions d'actualité qui ressurgissent aussi quand on fait des enquêtes, même si c'est dans des délais plus longs. Pour autant, on ne peut pas, on n'a pas les moyens, même l'envie peut-être pas non plus, mais les moyens de réagir à l'actualité par des publications régulières. En termes de moyens humains, c'est assez compliqué, et donc on a fait ce choix en créant ce plan de prendre du recul pour analyser des sujets qui sont d'actualité, qui restent évidemment d'actualité, mais qui ne réagissent pas à un agenda, on va dire, politique, économique très vif sur le moment, parce qu'on n'a pas forcément les moyens de le faire, et que voilà, c'est le choix qu'on a fait. Après, je comprends qu'il y ait une attente, et c'est très intéressant parce qu'elle dit en fait, qu'on puisse donner du grain à moudre aussi, juste à l'échelle interpersonnelle aussi. J'échange avec quelqu'un, avec mon voisin, ma famille, comment j'argumente, quels éléments je donne pour avoir du poids dans mes arguments. C'est très important. C'est comme ça qu'on fait changer les choses aussi, en fait, dans cette échelle-là. Donc je comprends sa frustration, ouais. Mais je ne sais pas, Sylvain, si tu veux ajouter quelque chose. Non, mais je voulais juste réagir sur une partie de la question qui porte sur la diffusion de notre point de vue en réaction à l'actualité. Ça peut nous arriver, mais vraiment exceptionnellement, parce qu'on a par exemple décidé de mettre en ligne la tribune de Nicolas Legendre sur... c'est le fait que les écologistes sont devenus les boucs émissaires un peu de la politique française, qui a un parti pris donc fort, hein. Voilà, c'est une opinion, mais qui est étayée et par un spécialiste du sujet. Donc c'est les critères qui nous ont guidés. Nous, on souhaite limiter l'opinion vraiment et l'encadrer, puisque on travaille d'abord sur les faits. Je dirais qu'on fait aussi un travail d'analyse. Donc, on fait un travail d'enquête, mais c'est vrai que c'est intéressant de faire un travail d'analyse, et je le distingue de l'éditorial, de l'opinion, parce que l'analyse aussi, elle se base sur des faits, et elle les met en rapport les uns avec les autres, et elle donne à voir une certaine vision du monde. Ça, il faut le reconnaître. C'est la ligne éditoriale de Splan. Chaque média a sa ligne éditoriale.
Et à travers les rencontres publiques, ou par exemple ce live ce soir, ça nous amène à avoir une expression un peu plus libre qu'à l'écrit. Et donc c'est d'autres moments. Et donc on arrive à la deuxième partie de la question. Je vous laisse peut-être y répondre. Caroline, je te laisse répondre. J'ajoute juste la question de la deuxième partie de la question de Pascal, donc sur nos interventions, qui est aussi la question de Philippe de l'association La Forêt Verte à la Forêt-Fouesnant dans le Finistère. Voilà, et qui nous parle d'un festival annuel du film pour l'environnement au mois d'octobre. Et cette année, le thème devrait être le cycle de l'eau, mais sous réserve, nous dit-il. Et voilà, il nous demande s'il y a un membre de Splend peut intervenir. Donc, Caroline va vous expliquer comment nous faire participer à ce type d'événement et comment on peut répondre à vos invitations. Oui, bien sûr, on intervient dès qu'on peut, on répond favorablement à ces demandes quand on nous invite. Parce que comme le disait Sylvain, c'est une manière pour nous de rencontrer les personnes qui nous lisent ou qui ne nous connaissent pas encore et d'échanger des voix et de partager nos points de vue. Ça nous fait du bien, c'est vraiment important. Donc là, en fait, il suffit de nous faire cette demande. Le plus simple, c'est quand même par mail à l'adresse contact@splend.org en nous donnant toutes les infos, la date, le cadre de l'intervention. Et nous, en général, en fait, ce sont des bénévoles de Splend c'est plutôt sur la base du bénévolat en fait qu'on va venir. Je dis on, ça peut être membre de la rédac, mais bénévoles, membres de Splend vont venir. Ça peut être animé, je dis animé, ça peut arriver, animer une table ronde là. Y participer, intervenir sur une thématique précise, présenter une enquête, présenter notre travail. On demande à ce que le déplacement soit défrayé, en général au moins, et de pouvoir faire un don à Splend. C'est bienvenu, c'est une façon de soutenir le média sans rémunérer nécessairement la personne qui va donner de son temps. Voilà. Je ne sais pas si Sylvain, tu voulais... Excuse-moi, je t'ai coupé, Caroline. Non, j'allais dire, c'est peut-être l'occasion de rappeler notre agenda. Ah bah voilà, c'est ce que j'allais dire aussi. Ouais. Qui l'a en tête, Sylvain? Tu sais toi qui l'a en tête ou pas? Les prochaines interventions des membres de Splend? Alors, l'agenda, on l'a effectivement mis à jour et publié sur les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Blue Sky, Mastodon. Et on l'a mis à jour ce matin. Et en plus, vous pouvez retrouver certaines de ces dates sur l'onglet agenda du site, sur la page d'accueil. Alors, dans une demi-heure maintenant, on a nos deux collègues Denis Vanier et Jérémy Espierglas qui ont travaillé sur la bétonisation du littoral qui seront à Lorient. Et bonne nouvelle, cette conférence débat va faire l'objet d'une captation vidéo et sonore, donc vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube prochainement, mais aussi, si vous préférez uniquement les écouter, sur notre plateforme de podcast et sur toutes les applis de podcast. Alors, les rencontres suivantes, Inès Léraud Nolwenn-Veller à Rennes demain, mais c'est complet, c'est à la bonne assiette. Donc voilà, chanceux sont ceux qui ont réservé leur place. C'est à la Maison des associations de Rennes et c'est au profit de Splend, donc ça c'est très généreux. Je ne sais pas s'il y aura une captation. Ensuite, à Lamballe, le 22 janvier, ce qui est donc après-demain. Vous voyez que c'est un rythme effréné. De nouveau, Inès, ouais, avec Léandre Mandard, qui est aussi membre de Splend, qui est devenu spécialiste en tant que futur chercheur, historien du remembrement. Donc ils ont collaboré tous les deux sur la BD Remembrement, Champ de bataille, et avec Régis Delanoë, qui est un ami journaliste qui a sorti le livre, la biographie de sa grand-mère Augustine,
que je vous conseille aussi par ailleurs, puis ça intéressera les personnes qui souhaitent un regard finalement de ceux qui ont vécu le remembrement, entre autres. Hein. Donc ça, c'est une rencontre qui a lieu donc à la librairie Cédille après-demain, et c'est sur réservation. Donc, très important de réserver parce qu'il risque d'avoir une petite foule. Et puis en plus, voilà, c'est pas dans n'importe quelle ville, c'est à Lamballe. À Laval, le 29 janvier, donc c'est en fin de semaine prochaine, non, en milieu de semaine prochaine, c'est jeudi de la semaine prochaine. On a la deuxième ou la troisième représentation du concert enquête Silence dans les champs, donc qui est une sorte d'adaptation du livre de Nicolas Legendre. Ça sera à Laval, donc, et avec donc, le groupe Fourche qui a adapté ce livre. Vous verrez, c'est une forme qui avait déjà été réalisée pour la BD enquête Algues Vertes, avec un groupe de rock sur scène, des extraits d'interviews, des images qui sont projetées derrière eux. Voilà, c'est une forme multimédia qui s'intéresse à ceux qui vivent la violence du milieu agro-industriel, qui donne la parole aux agriculteurs notamment. Et Nicolas Legendre participera à un échange avec le public juste après cette représentation. C'est au 6x4 à Laval. Et je peux aussi vous dire qu'une représentation est prévue en juin à Brest. Je ne sais plus où, mais bon, voilà, c'est à Brest. Et de toute façon, on vous tiendra au courant aussi via nos réseaux sociaux. Splend n'est pas directement impliqué, mais ça nous tient à cœur de mettre en avant aussi cette tournée. On est vraiment sur des problématiques de Splend. Et la musique peut donc être aussi un vectrice du travail journalistique. Donc ça, c'est chouette. À Pordic, en baie de Saint-Brieuc, le même soir, Pierre-Yves Bulletot, membre de la rédaction permanente, va participer à une rencontre sur le thème S'informer à l'heure de l'IA générative, dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est dans une salle municipale, le 29 janvier, au soir. Le lendemain, Caroline, tu seras à Brest. Je te laisse en parler. Oui. Oui, je serai à Brest dans le cadre du festival Longueur d'onde pour participer à une table ronde sur l'indépendance de la presse qui sera animée par Julie Lalouette-Geffroy, donc, qui est aussi une journaliste de Splend. Voilà. Et ce sera où ? Ah, pardon. À Brest, au festival Longueur d'onde, donc je crois que c'est au Quartz. Non, pas au Quartz, mince. Comment s'appelle la salle ? Si, au Quartz. Je sais pas la salle. Je voulais pas te piéger, mais j'ai les infos sous les yeux. C'est au Quartz à 17h45. C'est payant et sur réservation, et c'est peut-être même complet à l'heure où on parle. D'accord. Mais ça, je ne sais pas. Merci pour ces précisions. Du coup. C'est avec Vincent Hédin et Olivier Legrain. Oui, voilà. Ensuite, le 6 février, à Pont-Aven, à la librairie Boucan, c'est Christine Falleron, dont on a parlé plusieurs fois ce soir, qui ira parler de l'industrie porcine dans le Finistère. Il a été invité par la librairie dans un contexte d'extension de porcherie localement. Donc, à un mois des municipales, ça promet. À Séné, le 7 février, Morgane Large, qu'on ne présente plus, Raphaël Baldos, qui est membre du comité éditorial de Splend, journaliste également, vont participer à une rencontre intitulée « Quelle alternative aux médias dominants ?» dans le cadre du Forum social local à la Maison des Associations. C'est le matin, cette fois-ci, à 10h, entrée libre, pas de réservation. Et donc, Séné, ça se trouve dans l'agglomération de Vannes. Et on termine le 12 février avec cette fois-ci une journée complète consacrée
aux idées fausses de l'extrême droite. Ça se tient au centre social Carédas avec Chloé Richard et Pierre-Yves Bulletot, deux journalistes qui signent ces derniers temps pas mal de papiers pour Splendre. C'est organisé par la Ligue des droits de l'homme et le centre social. C'est sur inscription et d'après ce que j'ai compris, il faut adhérer au centre social pour pouvoir participer. C'est 10 € par an et par famille. Donc ça s'adresse plutôt aux Morlaisiens et Morlaisiennes. Et donc il y aura différents ateliers et il y aura aussi une table ronde pour conclure cette journée à Morlaix. Et voilà, donc 9 événements et sur les 22 prochains jours. Donc vous voyez la densité incroyable de rendez-vous publics qui sont menés le plus souvent bénévolement par les journalistes de l'équipe. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez qu'on intervienne. Si c'est dans notre possibilité, si quelqu'un de l'équipe est dispo, on sera ravis d'y assister selon les conditions que Caroline vous a évoquées un peu plus tôt. On a bientôt fini ce live YouTube. Voilà, ce qu'on voulait vous demander pour finir, 2 choses. D'abord, peut-être certains sont venus à notre fête des 5 ans qui s'est tenue au Renard-Pince à Châteaulin, dans le Finistère. Voilà, c'était un vrai succès. On était hyper contents de partager cet événement avec vous. On a affiché complet, je crois, et on avait même une liste d'attente. Et donc voilà, c'est important pour nous de rencontrer nos généreux donateurs, évidemment, nos lecteurs, les citoyens, le public. Et donc voilà, n'hésitez pas, pareil, si vous avez des idées d'événements que vous aimeriez que Splendre organise pour aller à notre rencontre, à la rencontre de l'équipe, salariés et bénévoles, n'hésitez pas, on est ouvert à toutes vos idées. Et c'est vrai qu'avec la belle levée de fonds qu'on a fait en fin d'année, on peut envisager des choses peut-être pour voilà, la fin d'année. Et donc, si voilà, vous avez des suggestions, des idées, n'hésitez pas à nous les partager. On a aussi une annonce immobilière à faire. Caro, est-ce que tu veux la lancer? Ben oui, on en profite pour lancer des hameçons, on va dire. Parce que je vous ai dit au début du live qu'on allait sûrement s'agrandir encore, avec une personne, voire 2 personnes en plus là, d'ici la fin de l'année. Ce qui veut dire qu'on va être à l'étroit dans nos locaux actuellement. Donc on se met en quête d'un endroit, toujours Guingamp ou aux alentours. Une heure 45. Bravo. Bravo. Et à bientôt.